ya mwe kamito. Joja bendi me mongo ya mwe kamito. Joja bendi me mongo ya mwe kamito mo dibo kan. Joja bendi me mongo ya mwe kamito. La vie. On parle de la vie et on vient de poser une question majeure tout de suite sur la question de la vie. Et on a lu, n'est-ce pas, quelques textes anciens qui nous posaient une question fondamentale. L'existence avant l'existence. Est-ce que nous existions avant d'exister ou bien nous considérons que la vie c'est juste la naissance jusqu'à la mort? C'est très important, c'est un postulat fondamental dans la quête de soi-même. Est-ce que la vie est un continuum ou la vie est juste une limite spatio-temporelle? C'est très important. Si nous n'existions pas avant d'exister, comment se fait-il que nous venons à l'existence? Si nous existions avant d'exister, comment existions-nous? N'est-ce pas? Si nous existions après notre existence actuelle, comment existerons-nous? Ce sont des questions fondamentales qu'il faut forcément se poser quand on aborde cette notion de la vie. C'est quoi la vie pour vous? Réfléchissez, méditez là-dessus. C'est quoi la vie pour vous? La vie, c'est manger, dormir, faire voilà, c'est quoi la vie? Ok? Il faut quand même qu'on se pose ces questions pour pouvoir mieux orienter notre quête. Parce que si on considère que la vie est un continuum infini, là, qui sommes-nous? Nous avons déjà une réponse qui est reprise par la plupart des écoles. Je me rends compte qu'on tente tous désespérément d'acquérir ce que nous avions déjà. Parce que quand on a vu la pierre de Shabaka, le contenu philosophique de cette pierre de Shabaka est ce que toutes les grandes écoles mystico-spirituelles aujourd'hui tentent d'atteindre. Et il faut bien comprendre ceci, quand vous allez étudier un peu l'égyptologie, les anciens ne gravaient pas n'importe quoi dans la pierre. Avant qu'une connaissance soit gravée dans la pierre, c'est que cette connaissance existait des milliers d'années et à un moment donné, ils ont décidé de la fixer définitivement. Donc, on parle de moins 2000 ans, moins 3000 ans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que quand on étudie l'égyptologie, on se rend compte que les anciens eux-mêmes disaient qu'ils venaient de Nubie, c'est-à-dire dans la zone du Soudan, et les Soudanais, eux, ils disaient qu'ils venaient de la région des Grands Lacs et qu'ils recevaient leur initiation, leur connaissance de la part des Tois, le peuple Tois ou les Baka qu'on appelle aujourd'hui des Pygmées de manière péjorative. C'est pas le mot juste. Ce sont des personnes avec une bonne proportion. Ce n'est pas des nains. Les Pygmées ne sont pas des nains. Ce n'est pas des gens avec une tête d'adulte, avec un corps d'homme. Non, ce sont des gens proportionnels, sauf qu'ils sont de petite taille. Ok? Donc, les peuples Tois. Donc, quand on remonte le temps, on se retrouve dans cette zone-là, du bassin du Congo. Et bizarrement, aujourd'hui, l'anthropologie nous démontre que, en réalité, c'est de cette zone que viennent les premiers hommes. Encore, pour prendre une des traditions les plus anciennes connues, parce qu'on a au moins des preuves attestées de ça, le symbole de la vie était ce symbole-là, hein, cette ankh. On l'appelle l'ankh, mais en réalité, ça se prononce plutôt comme onga. L'énergie de vie illimitée, la vie éternelle, le vivant. Mais cette croix ankh, quand on a étudié les choses, vient d'une croix encore plus ancienne, qu'on retrouve actuellement encore chez les Dogons du Mali, où ils l'appellent Adinyakini. Ils appellent ça encore la vie du monde. Vous voyez que c'est cohérent encore. Adinyakini. Vous allez voir que sur les trucs de l'Institut IS, cette croix-là, c'est cette version originale de la croix Ankh ou de l'Ankh que nous avons utilisée. Voilà, parce que notre volonté est de retrouver les enseignements dans leur pureté essentielle, leur pureté d'origine avant que le mental et les intérêts idéologiques ne rentrent en jeu. L'essence des choses, retrouvons les principes des choses. Voilà. Qu'on se réfère
au moment où on n'avait pas des intérêts géopolitiques, où chacun essaie de défendre sa cour. Ok? Et à travers ce simple symbole, ils expliquent au fait la totalité de la création elle-même. Et nous travaillons avec ce symbole merveilleusement dans son essence principielle. Ce symbole a évolué comme ça. Vous voyez comment il a évolué en A, en B, en C pour devenir la croix Ankh ou Long, la croix de vie égypto-nubienne. Vous allez voir aussi comment cette croix de vie a évolué pour donner les croix diverses jusqu'à la croix d'aujourd'hui. Vous voyez bien d'où sort la croix, qui est un symbole beaucoup plus vieux que le christianisme ou le judaïsme. Ici, on voit cette croix avec les symboles grecs d'alpha et d'oméga, le commencement et la fin. Voilà, sur la voie transversale qui est le monde fini. Je disais qu'en prenant le symbolisme de cette croix de vie, qui est un symbolisme très puissant, un élément très puissant avec lequel vous pouvez travailler quand vous comprendrez comment. Et je parle ici des deux dimensions principales de la vie, l'horizontalité et la verticalité. On peut appeler ça la matière et l'esprit. Dans la voie verticale, il s'agit de différents niveaux d'expansion de conscience. On vient de le voir ici, plus nous avons de l'énergie, plus nous avons canalisé nos énergies, plus nous avons réussi à nous équilibrer et nous centrer, nous pouvons produire beaucoup plus de choses à travers notre éveil, parce que à travers notre expansion, je préfère ce mot, mais le mot éveil revient toujours parce que c'est de l'habitude. Ce schéma un peu symbolise les différents niveaux de conscience dans la tradition égypto-nubienne, symbolisée par le principe de la création à partir de l'énergie primordiale, première qui est une et unique. Et de cette énergie est généré deux jumeaux, Shu et Tefnut. Shu qui représente le principe de l'air, Tefnut qui représente le principe de l'eau, disons ça comme ça schématiquement. Ensuite, de Shu et Tefnut sont générés, n'est-ce pas? Je dis générés parce que ce n'est pas créé, c'est une transformation de l'énergie. C'est une transformation de l'énergie plutôt. On a Geb et Nut. Geb, le principe de la germination de la terre. Nut, le principe du dôme céleste. De ces jumeaux sont nés deux paires de jumeaux, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Et ensuite, d'Osiris, Isis et de Nephthys, Osiris, Nephthys, naissent Anubis et Horus. Donc nous allons venir, parce que derrière ces soi-disant dieux se cachent en réalité des principes, parce que de toute façon la tradition égypto-nubienne ne les appelait pas des dieux, même si dans les classes moyennes et des gens qui ne sont pas initiés, ils les considèrent comme des divinités. Ils jouaient dans le concert des centres initiatiques le rôle plutôt de principe, de code, de code vibratoire ou de centre d'énergie. Parce que tout est une question d'émanation à partir du même principe unique. Voilà. Il n'y a rien qui est sorti d'ailleurs, tout est sorti du même principe unique qui ici est symbolisé par Ré. On peut l'appeler aussi Atum, on peut l'appeler de différentes manières. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par la voie horizontale? La voie horizontale, c'est ce qu'on peut apprendre à travers la conscience historique, parce que il faut qu'on connaisse notre histoire. Aujourd'hui, qui sommes-nous réellement? D'où nous venons? Est-ce que nous connaissons les histoires de nos arrière-parents? On est complètement coupé de cette transmission-là. On vit comme si nous tombions du ciel, mais ce n'est pas possible, on ne tombe pas du ciel. Notre existence telle que nous la voyons n'est pas issue de nulle part. Elle est venue de quelque part. C'est un couple qui transmettent un ensemble de données, d'informations de vie qu'ils ont hérité de leurs parents à leurs enfants. C'est comme ça se passe sur le plan de la dimension physique, sur le plan de l'horizontalité. Donc c'est très important qu'on intègre cette dimension-là dans notre processus d'éveil. Sinon, il va nous manquer pour moi la plus grande clé qui manque surtout particulièrement aux quêteurs africains. Pourtant, ce corps que nous traînons n'est pas issu de nulle part. Il contient des informations qui sont codées à travers des milliers d'années d'existence.
ce qui peut s'exprimer sous ce genre de symbole. Voilà un peu un arbre généalogique un peu plus large. Vous voyez comment vos tentacules, ce que vous êtes aujourd'hui, peut s'exprimer de manière complètement large. Est-ce que nous avons souvent conscience de cet héritage-là que nous drainons? Est-ce que nous avons souvent conscience de cette réalité-là qui est en nous? Voilà un peu quelques informations scientifiques. L'étude de la transmission des caractères héréditaires et surtout des maladies et des anomalies héréditaires chez l'espèce humaine est basée sur l'analyse des arbres généalogiques, pédigrés, des caryotypes et la biologie moléculaire, l'analyse de l'ADN, l'activité enzymatique plutôt, la cartographie génétique, les caryotypes spectrales. Il y a quelques caractères héréditaires qui sont transmis. Si vous observez autour de vous, quand vous êtes en famille, il y a ce qu'on appelle un air de famille. Même physiquement, il y a quelque chose qui se passe, on vous reconnaît. Ok? Parce qu'il y a quand même une signature qui est là. Hein? Et ce n'est pas au hasard. L'analyse de l'ADN. Grâce à la technique de l'électrophorèse, il est possible de repérer des allèles anormaux et les allèles mutés chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype. Ce sont des informations scientifiques que vous pouvez vérifier. On nous dit ici que l'ADN mitochondriaque, étant dit que c'est l'ADN le plus sûr, donc c'est à travers cet ADN qu'on a réussi à tracer le parcours de l'humanité dans l'histoire. Parce que tout simplement, de la simple réflexion, chez moi, il y a un adage qui dit « C'est le jour où ta mère meurt que tu connaîtras ton vrai père. » Je taquine les femmes. Hein? Donc, ça veut dire que même sur le plan physique, sur le plan de l'observation directe, la femme est plus importante que l'homme dans cette question de transmission. Parce que c'est difficile de se tromper de sa mère. Mais on peut se tromper de son père. Pour différentes raisons. Pour 1001 raisons. Ok? Donc c'est très important. Donc l'ADN vient nous confirmer que, en réalité, c'est les gènes mitochondriaques de la mère qui sont plus fiables en termes de recherche de lignage. C'est-à-dire, quand on veut retrouver le parcours des migrations humaines, c'est le système le plus sûr. Mais bien sûr, il y a aussi l'homme qui a une transmission assez fiable, mais moins fiable que celle de la femme. Donc, la génétique et le corps physique. Donc, dans la génétique, le corps physique, on voit qu'il y a la transmission des choses comme la couleur des yeux, des cheveux, la couleur de la peau, la forme du nez, du visage, des oreilles, le groupe sanguin, souvent sont transmissibles, les maladies génétiques comme l'hémophilie, le diabète type 1, myopathie, etc. Les caractères héréditaires, il y a d'autres caractères qui ne sont pas héréditaires, qui sont influencés par notre environnement et notre hygiène de vie. Donc, ce n'est pas tout qui est héréditaire, mais il y a beaucoup de choses que nous recevons quand même de manière héréditaire. Vous voyez que donc on a quelque chose qui est programmé, mais on a aussi le potentiel réel de transformation et de changement. Voilà, c'est très important de le comprendre. Donc, il y a un certain nombre de caractères qui sont non héréditaires, qui peuvent être acquis de différentes manières. La génétique et la psyché. Déjà, Hippocrate s'était posé la question il y a quelques 2400 ans. Selon lui, tout tempérament résultait de la combinaison des 4 fluides corporels, le sang, le mucus, la bile jaune de la vésicule biliaire et la bile noire de la rate. À sa suite, Galien s'est fondé sur cette classification pour proposer 4 types de tempéraments qu'il appelle sanguin, phlegmatique, colérique et mélancolique. Des chercheurs de l'université d'Exeter en Grande-Bretagne ont élaboré un modèle mathématique innovant pour explorer l'évolution des relations sociales des hommes et des animaux. Selon eux, les gens sont génétiquement programmés à être bienveillants ou méchants. Donc, vous voyez que la génétique, selon la science, peut influencer aussi la psyché. Il y a ici un témoignage que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai trouvé sur un site de catholique. Lors d'une discussion sur la vie après la mort, une femme de l'assistance prit la parole et expliqua son problème. Elle était atteinte d'une maladie, elle se déplaçait avec des béquilles, visiblement en lien avec ses ancêtres, comme une sorte de malédiction familiale, entre parenthèses. Voilà.
Dans la suite des échanges, le conférencier rapporta plutôt le cas d'un homme qui s'était suicidé à 40 ans et dont tous ses descendants mouraient à 40 ans. Ces interventions m'ont rappelé le message ci-dessus qui explique le lien entre les générations et le fait de prier pour nos dauphins afin de briser une répercussion de problèmes sur les générations futures. Ok, ici on nous témoigne que selon certains, vraiment, même au niveau spirituel, il y a des éléments de nos ancêtres qui peuvent nous poser des problèmes ou être aussi des avantages. Ce n'est pas que des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont hérité aussi de très bonnes choses. Il faut même prendre ça en bien d'ailleurs. Un peu la génétique et la spiritualité. Il y a ici cet article qui ébauche quelque chose d'intéressant. Ok? On dit le gène de Dieu. Le gène de Dieu est une hypothèse de prédisposition des humains aux expériences spirituelles ou mystiques, qui aurait pour origine le gène spécifique VMAT2. Ainsi l'a postulé le généticien Dean Hammer, auteur du livre The God's Genes, How Faith is Hardwired into Our Gene. Comment la foi est en quelque sorte ancrée dans nos gènes. L'hypothèse du gène de Dieu est basée sur des études de génétique comportementale, de neurobiologie et de psychologie. Ses arguments principaux sont la spiritualité peut être quantifiée par des mesures psychométriques. Donc on dit ici que selon des scientifiques, des chercheurs en neurobiologie, en psychologie, et il se pourrait selon eux que même nous soyons génétiquement prédisposés à la spiritualité parce qu'il y aurait un gène qui nous prédispose à cela, qui vient du plus profond de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Ève mitochondriaque. Qu'est-ce que la Ève mitochondriaque que moi j'appelle Hawa, la mère de tous? Okay? L'Ève mitochondriaque est le nom donné à une femme hypothétique considérée comme la plus récente ancêtre commune par lignée maternelle de l'humanité. Son existence est attestée par la démonstration qu'il y a une lignée unique de mitochondries dans les cellules de tous les humains, dont on retrouve quelques éléments mitochondriens similaires dans les cellules de tous les humains. C'est très important de comprendre ça. Seuls de très rares cas de transmission d'ADN mitochondriaque par le père ont été rapportés. L'effet de ces occurrences est donc négligeable dans l'état actuel de nos connaissances. Il a été démontré que tous les ADN mitochondriaux humains ont une origine commune. L'Ève mitochondriaque est l'équivalent féminin de l'atom ou de la dame chromosome Y, parce qu'il y a aussi la notion de la dame primordiale. On a trouvé aussi des gènes masculins identiques dans toute l'humanité jusqu'alors. L'ancêtre commun le plus récent de la lignée paternelle. En tenant compte de la vitesse de mutation, concept horloge moléculaire dans cet ADN, les calculs font supposer que l'Ève mitochondriaque a vécu il y a quelques 150 000 ans. Sa phylogénie suggère qu'elle a vécu en Afrique orientale, aujourd'hui autour de la zone de l'Éthiopie, Kenya ou Tanzanie. Là, on est en train de parler de l'état actuel de la recherche au niveau même de la génétique.